Bonjour à tous, bienvenue à la Cité du Vin. On est ravis de vous accueillir pour les journées européennes du patrimoine, pour une rencontre autour du Beaujolais, qui est labellisé Géoparc mondial UNESCO. Donc on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Daniel Pacou, qui est président de l'Association des Amis du Géoparc et ancien président du syndicat mixte du Beaujolais. Floriane Fago-Révura, qui est conseillère en viticulture à la Chambre d'agriculture du Rhône, et Floriane Eloufrugier, qui est chef de projet Géoparc au syndicat mixte du Beaujolais, et qui vont vous présenter le Beaujolais, ce qu'est un géoparc mondial UNESCO et son lien avec le vignoble. Donc voilà, la rencontre commencera par la projection d'une courte vidéo qui s'intitule Le vignoble du Beaujolais, une mosaïque de sol, et qui est produite par Inter-Beaujolais. Et pour information, donc, à l'issue de la rencontre, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Et également pour les personnes qui nous suivent en ligne sur Zoom, vous pourrez les poser par écrit. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Merci. Faire une étude à grande échelle, c'est un travail de fourmi. L'étude a permis de montrer qu'on avait beaucoup plus de variétés de sols que ce qu'on pensait, de variétés de roches également. La grande diversité des sols du Beaujolais, elle est liée bien sûr à la grande diversité des roches et à l'histoire géologique qui a été quand même relativement complexe. Donc effectivement, on arrive très bien à distinguer des personnalités entre les grandes appellations et entre les 10 crus. Les 10 crus ont tous leurs particularités. Quel est le lien entre le vin et le sol? Le vin, le produit, il est bien à l'interface entre l'homme, le sol, le climat. Le sol, c'est un patrimoine auquel il faut veiller comme à la prunelle de ses yeux. L'étude des sols du Beaujolais a été initiée donc en 2008-2009. Faire une étude à grande échelle comme ça, à grande échelle, ça veut dire on reconnaît presque à la parcelle. Ça nous a pris environ 9 ans. Mais il faut imaginer qu'on a fait 15 000 sondages à la tarière, qu'on a fait 1000 fosses, jusqu'à 1,50 m de profondeur, 2 mètres parfois plus même. Et dès qu'on parle avec des vignerons qui, eux, connaissent bien leurs vignes, donc ils savent ce qui pousse mieux, ce qui pousse pas bien, ce qui pousse pas bien quand il pleut trop ou qu'il pleut pas assez, on ne peut pas se permettre de leur raconter des histoires. Donc c'est un travail de fourmi. Alors l'étude a permis de montrer qu'on avait beaucoup plus de variétés de sols que ce qu'on pensait, de variétés de roches également. Surtout, l'étude a permis de mieux comprendre les caractéristiques et le fonctionnement de nos sols. On a appris surtout à comprendre ensemble avec les vignerons qu'est-ce qui pouvait expliquer de telles variations de comportement des vignes. Et donc on a été voir ensemble, on a touché, on a palpé, on a malaxé la terre. Et du coup, on a pu aborder plein de sujets sur la protection des sols, sur leur gestion en fait, sur leur bon entretien, les bonnes pratiques. La grande variabilité des sols et puis des roches, des minéraux qu'on trouve en Beaujolais a donné lieu à un dépôt de dossier auprès de l'UNESCO. Et en avril 2018, le géoparc viticole Beaujolais, premier géoparc viticole de France, a été reconnu par l'UNESCO. Il y a 15 grandes unités de matériaux parentaux, de roches-mères, et qui mènent effectivement dans le détail à plus de 300 types de sols, avec bien entendu des variantes. En réalité, une infinité, puisqu'il y a toujours des gradations et des passages de l'un à l'autre. Sur le terrain, on peut passer très rapidement d'un sol à l'autre en quelques mètres. Alors pour passer d'une roche à un sol, il faut du temps et il faut de l'eau. Donc c'est dans les périodes les plus humides que la roche va évoluer la plus vite. Elle va libérer grosso modo des argiles, des éléments fertilisants, des éléments minéraux. Les êtres vivants vont venir y vivre, y habiter, y mourir. Et on va créer donc cette petite pellicule qui recouvre la terre, les terres émergées, et donc qui est le sol. Cette relation entre l'eau, le sol et les racines de la vigne, c'est un petit peu toute la clé du fonctionnement en fait, d'un sol viticole.
L'eau est un élément fondamental dans le cadre de la nutrition de la plante, surtout en première partie de végétation, pour pouvoir faire les feuilles, pousser, faire les sarments, faire les grappes. Et puis ensuite, quand arrive le moment de la maturation des raisins, il va être utile d'avoir une certaine contrainte à certains moments clés. On a beaucoup de sols en Beaujolais qui permettent d'avoir cette contrainte. Un mètre carré de sol peut stocker entre 20 litres par mètre carré et entre 300 ou 400 litres par mètre carré. En surface, on aura l'impression qu'il n'y a pas de différence, hein. C'est uniquement sur la profondeur que ça va se jouer. Donc déjà, comprendre le sol en tant que réservoir pour l'eau, c'est déjà assez fondamental. Et pour classifier les sols, pour les travailler également, pour les enherber, pas les enherber, les travailler, pas les travailler, cette connaissance de la réserve utile est vraiment importante. Le terroir, c'est une invention de l'homme. Classiquement, on a l'habitude d'en faire un triptyque. Les roches, le sol. L'environnement, altitude, les climats. Et puis l'autre partie très importante du triptyque, c'est tout ce qui est humain. Donc tout ce qui va être le savoir-faire, le terroir. Donc c'est bien ces trois éléments-là indissociables. Et là maintenant, c'est la question que tout le monde nous pose régulièrement. Alors le lien, quel est le lien entre le vin et le sol ? Alors évidemment, tout ce que je vous ai dit, il y a un lien puisque la plante, elle pousse à partir d'un sol, elle va pousser plus de feuilles, plus de bois, plus de raisins. Donc il y a un lien. Ce qu'il y a, c'est que ce lien est extrêmement compliqué, avec beaucoup d'étapes. Donc en fait, en général, on caricature énormément. C'est comme une palette, c'est comme une couleur pour un peintre, hein. Ça oriente déjà pas mal le type de tableau, mais après, il y a quand même toute la finesse et la compréhension du vigneron. Et du viticulteur d'ailleurs, ce qui n'est pas la même chose. Ce que l'on sait, c'est que la vigne s'alimente profondément, donc les racines vont au plus proche de la roche, qui de par sa composition chimique, de par son évolution, va forcément typer la nutrition de la vigne, l'alimentation, la capacité à la vigne de se développer dans un contexte donné. Ça, c'est évident. Ce que l'on sait également, c'est qu'un élément le plus important pour la typicité, c'est ce qu'on appelle le millésime, c'est la saison. Et le vin, le produit, il est bien l'interface entre l'homme, le sol, le climat. Et donc, c'est totalement multifactoriel. Par contre, comme on connaît bien maintenant les caractéristiques des pierres bleues, des sols qui en sont issus, des granites, des sols qui en sont issus, des calcaires, etc., des contraintes et autres, on va pouvoir adapter les techniques viticoles et surtout on va pouvoir adapter la façon de faire le vin au sol en question. Donc orienter malgré tout la production et donc orienter ensuite la typicité du vin. Le Somme, c'est un patrimoine qui a mis des millénaires, vous avez vu même des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années à se constituer, qui est fragile. Donc c'est un patrimoine auquel il faut veiller comme à la prunelle de ses yeux, quoi. Ce qu'on espère aussi, c'est que pour beaucoup de gens maintenant, quand ils regardent tous l'enfilade de collines et de coteaux, ce soit un peu comme nous, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir la 4e dimension vers le bas. C'est-à-dire on ne voit pas uniquement la surface et les ondulations du relief, mais on essaie d'imaginer aussi les ondulations du sol et l'épaisseur de la couche utile, sans parler de profondeur, mais jusqu'où peuvent aller les racines, etc. Donc c'est une autre façon de voir les paysages qui est aussi très, très riche. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes tous les trois très heureux d'être ici aujourd'hui à l'occasion des Journées européennes du patrimoine pour vous présenter le Géoparc Beaujolais.
Alors, je pense que pour une bonne partie d'entre vous, le terme géoparc n'est pas forcément un terme connu, donc ça interroge un petit peu. Donc, nous allons vous l'expliquer. Mais pour commencer, nous allons peut-être nous représenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Floriane Elou-Frugier, je suis chef de projet en charge du géoparc au sein du syndicat mixte du Beaujolais. Donc Daniel Pacou, donc moi j'étais le président du syndicat mixte du Beaujolais qui a déposé le dossier auprès de l'UNESCO. Et donc actuellement, je continue d'accompagner la démarche en tant que président d'une association qui s'appelle l'association des Amis du Géoparc. Et nous assistons le syndicat mixte dans la mise en place de stands, etc., pour faire la promotion du territoire. Et moi, du coup, je suis la deuxième Floriane de cette présentation, Floriane Fago-Revura. Je suis conseillère viticole à la Chambre d'agriculture du Rhône, en particulier en fait, sur tout ce qui est entretien des sols. Je vais accompagner les vignerons et les vigneronnes sur cette thématique-là, les conseiller techniquement. Donc c'est aussi pour ça que je suis là ce soir, cette fin de journée. Alors le Beaujolais, tout le monde pense tout de suite au vin, bien sûr, pense surtout au Beaujolais nouveau, mais pourtant c'est un territoire. C'est un territoire qui s'inscrit donc pleinement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui occupe tout le nord du département du Rhône et qui couvre un très vaste territoire de 1550 km² à peu près, et qui a une partie viticole, mais uniquement sur la partie est du territoire, puisque si on prend l'échelle du Beaujolais, le vignoble représente à peu près 17% du territoire. Donc vous voyez que c'est un territoire qui est bien complet et qui n'a pas uniquement du vin, contrairement à ce que beaucoup croient. Et c'est un territoire de plaine, d'abord, avec le Val de Saône, de collines avec le vignoble et de montagne avec le Beaujolais vert. Et on a l'habitude souvent de parler du Périgord avec ses 4 couleurs. Eh bien pour nous, le Beaujolais, c'est aussi les 4 couleurs. Le Beaujolais bleu du Val de Saône, qui est un lieu avec ses axes de passage, mais aussi ses cultures propres. Le Beaujolais vert, qui est un paysage d'exploitation de forêt, avec beaucoup de douglas en particulier, mais également beaucoup de bocage et de culture, d'élevage, etc. Le Beaujolais rouge, qui est le plus connu, puisque c'est le Beaujolais des crus. Et puis enfin, le Beaujolais doré, c'est la partie sud du territoire, mais qui est aussi une partie de vignoble et qui se différencie par la couleur de ces roches, qui sont des calcaires jaunes dorés, au soleil couchant. Et donc, ces 4 parties du Beaujolais font partie d'un ensemble qui est aujourd'hui couvert par le label Géoparc Beaujolais. Alors, ce label Géoparc Beaujolais est un des nombreux labels de l'UNESCO. Vous savez que l'UNESCO utilise beaucoup de labels. Alors, tout le monde connaît le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais ce n'est pas le seul. Il y a le Manan Biosphère, il y en a un certain nombre, vous les avez qui s'affichent. Et donc, tous sont d'égale compétence. Et nous avons opté pour ce label UNESCO Géoparc Global. Alors, pourquoi ce label ? Donc le label UNESCO, ce label, ça c'était vous qui le parliez, pardon. C'est pas grave. Il peut aussi bien le faire que moi, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc oui, pourquoi est-ce qu'on a labellisé notre territoire Géoparc mondial UNESCO ? En fait, c'est labellisé en raison du patrimoine géologique qu'on a, qui est d'intérêt international. Alors, comme ça peut paraître un peu étonnant quand on parle du Beaujolais. La plupart des gens, ils se disent pas « Waouh, c'est un super territoire géologique, il y a des montagnes extraordinaires, plein de volcans, c'est trop bien ». Non, mais certes, on n'a pas tout ça. Mais par contre, on a une exceptionnelle diversité géologique. C'est ça qui fait sa richesse. Donc l'obtention du label, elle est aussi conditionnée à une participation active en fait des acteurs locaux, de la population, dans le cadre d'un projet de développement durable ambitieux qui porte sur 3 axes. Donc vous les avez là. Le premier, c'est la préservation des richesses géologiques en lien, bien sûr, comme c'est l'UNESCO, avec les autres patrimoines qui peuvent exister, patrimoine naturel, culturel, etc. Le deuxième grand axe de travail, c'est l'éducation, la pédagogie auprès des scolaires, du grand public.
Et le troisième axe, c'est le tourisme durable qui permet de développer également activement le territoire. Donc sur le territoire, lors de la création du géoparc, et c'est aussi quelque chose qui se fait en continu, on a identifié un certain nombre de sites d'intérêt géologique. Donc c'est ce qu'on appelle des géosites. Donc parce que soit on peut y voir vraiment directement un phénomène géologique, soit on peut voir des témoins d'une histoire passée, avoir des roches qui comprennent différents éléments et qu'on peut observer. Alors, pour resituer un peu le contexte du géoparc au niveau international, c'est un label qui est présent dans tout le monde. Au niveau mondial, on a environ 200 géoparcs actuellement, un petit peu plus. Vous avez la répartition là, c'est tous les petits points rouges. Au niveau européen, on en a une centaine. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, on a une grosse concentration en Europe de points rouges. Et à côté de ça, en Chine, en Asie du Sud-Est. Le reste du monde est assez pauvre en géoparc, on va dire. On en a au Canada, en Amérique du Sud, Amérique centrale, un petit peu en Afrique, assez peu. Voilà. Et donc en France, on en a 9, dont 2 tout récents de cette année, qui sont l'Armorique et Normandie-Maine. Sinon, la plupart des géoparcs sont plutôt situés dans le sud de la France, voire même le sud-est. Donc on a les Bauges, le Chablais, la Haute-Provence, le Luberon, les Monts d'Ardèche qui sont pas très loin du Beaujolais, et puis les Causses du Quercy. Voilà pour la France. Alors donc ce label Géoparc, il a été attribué à un ensemble qui est porté par le syndicat mixte du Beaujolais. Celui-ci réunit les 4 intercommunalités du nord du département, et auxquelles se sont ajoutées quelques communes, à savoir 4 communes du secteur plus au sud de l'Arbrel et une commune de la Loire. Et actuellement, nous sommes approchés par 2 communes de Saône-et-Loire qui voudraient intégrer donc ce territoire. Donc au total, c'est 1586 km², c'est 243 000 habitants. Et donc, c'est une zone qui est à la fois constituée de vignobles, mais pas que, de montagnes, d'exploitation agricole et forestière, sur la forêt représentant un tiers du territoire. Alors, ce géoparc, il a hérité d'une géologie les plus riches du monde et les plus complexes. Vous l'avez vu avec le film, on vous parle de 300 types de roches. En fait, c'est ce que le BRGM démontre, mais quand on est sur le terrain, on s'aperçoit très vite qu'il y a une multitude de roches intermédiaires, et communément, on dit que le Beaujolais, c'est le pays des 1000 roches. Donc, c'est peut-être un peu présomptueux, mais il n'empêche que sur le terrain, quand vous vous baladez, vous verrez qu'il y a vraiment une très, très grande diversité. Donc, on a les 3 grandes familles de roches qui sont présentes, à savoir donc, les roches magmatiques, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Dans le Beaujolais, on retrouve ces 3 qualités de roches, plus donc, tous ces intermédiaires. Les roches du Beaujolais nous racontent actuellement 540 millions d'années d'histoire de la Terre, et nous permettent d'évaluer donc toute cette période de notre planète, qui, je vous le rappelle, compte 4,5 milliards d'années. Les paysages et le patrimoine bâti en sont l'émanation. Lorsque vous vous promenez, vous voyez très vite que les bâtis sont très différents entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, tout simplement parce que traditionnellement, on utilisait la pierre locale pour bâtir. Et je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, des pierres dorées. Eh bien, quand vous êtes dans le sud, les maisons sont plutôt des calcaires jaunes. Quand vous êtes dans le nord, vous trouverez des granites. Et quand vous êtes dans l'ouest, vous trouverez des couleurs très différentes, avec des rouges, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qui a servi de base. Et donc, la géologie est vraiment le principe même d'un label UNESCO, de ce label UNESCO. Donc, le Beaujolais a lancé sa démarche en 2012. Très vite, donc, cette démarche, on a déposé un premier dossier en 2015 qui avait été plus ou moins accepté, mais on nous avait demandé de le retravailler. Il a été redéposé à nouveau en 2017.
Et entre-temps, donc, les labels UNESCO, qui était un label simplement reconnu par l'UNESCO, est devenu un label purement UNESCO, le label Géoparc. Et donc aujourd'hui, nous avons été labellisés en 2018, après avoir eu une visite des experts en 2017. Ces labels UNESCO, et c'est ce qui en fait la valeur, sont des labels attribués pour 4 ans. Donc ça passe très vite, 4 ans. Donc 2018, si vous comptez bien 2022, nous avons eu une nouvelle visite d'experts en 2021 et 2022, donc nous avons été relabellisés. Et là, en ce moment, se travaille le dossier pour le renouvellement de 2026 avec une visite d'experts attendue l'année prochaine et Floriane devra déposer des dossiers écrits pour la fin de cette année pour pouvoir être relabellisés. Donc c'est tout cela. Les labels UNESCO, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui mérite, donc, qui assure la promotion du territoire. Alors, ce label UNESCO, quand nous y sommes lancés, c'est tout d'abord parce que quelqu'un avait découvert ce qu'était un label Géoparc, parce que personne n'en connaissait, pas plus la personne qui l'a appris, c'était Madame Pégase, qui est une personne qui a été très importante pour le Beaujolais. Et cette idée de Géoparc, elle est arrivée dans un contexte quand même, il faut le reconnaître, très favorable. Il y avait eu, dans le cadre du travail du SCOT, une charte paysagère qui avait été élaborée dès 2008. Ensuite, il y a eu la charte de Fontevraud qui, elle, a été portée, vous savez, qui concerne, cette charte concerne les paysages viticoles. Et donc, nous avions le secteur des Brouillis qui avait été retenu pour cette charte et animé là aussi par Madame Pégase. C'est elle qui avait été à l'initiative de cela. Et ensuite, donc, la démarche de valorisation des paysages viticoles en 2012, qui avait été aussi portée, elle, par l'Union viticole. Et enfin, nous avions des gens qui avaient des velléités à faire un parc naturel régional. Les élus n'étaient pas très favorables, mais sur le milieu associatif était très intéressé par cela. Donc, lorsque la notion de géoparc est intervenue, tout le monde s'est retrouvé sur cet élan. Et donc, nous avons eu également un plan paysage Beaujolais qui a bénéficié de la reconnaissance du ministère de la Transition écologique et de la solidarité en 2018. Donc tout ça a contribué à ce que ce géoparc soit très très bien accepté. Et nous avons eu un fort appui de la part de tout le milieu associatif et de beaucoup d'éléments individuels qui sont venus nous aider dans cette démarche, parce que c'est une démarche qui coûte en termes de moyens, et les élus n'étaient pas toujours tous très favorables de mettre de l'argent, mais dans la mesure où le bénévolat était là, eh bien, tout cela a pu se mettre en place. Et ensuite, lorsque le label a été octroyé, eh bien, tout le monde s'est retrouvé dans la démarche. Et donc, en fait, en parallèle de toute cette réflexion pour la création du géoparc, il y avait justement cette étude géopédologique dont parlait le film en début de séance, qui était en train de se réaliser sur l'ensemble du territoire du Beaujolais viticole. Donc, en fait, ça a vraiment aussi permis, ça a donné des clés en plus pour faire cette demande, appuyer cette demande de reconnaissance de géoparc UNESCO. Donc cette étude, alors je vais vous en parler très rapidement parce que du coup il y a déjà eu 10 minutes de film dessus, mais donc elle a été à l'initiative des professionnels de la filière et notamment de l'interprofession Inter-Beaujolais, et elle a été réalisée par le cabinet Sigal. Donc en fait sur les plus de 40 000 hectares qui sont reconnus, classés en Beaujolais, c'est-à-dire là où on peut produire des vins du Beaujolais, on a 32 000 hectares qui ont été prospectés lors de cette étude, donc ce qui est vraiment énorme, dont 18 000 hectares qui étaient recensés à l'époque comme plantés. Alors maintenant, on a perdu un peu des hectares, on est plutôt entre 13 000 et 14 000 actuellement. Donc dans la vidéo, ils en parlaient aussi. En fait, ce qui est vraiment un point fort de cette étude, c'est la densité d'observation. C'est que plus de 1000 fosses ont été faites, plus de 18 000 trous à la tarière. Alors, je pense que vous ne savez pas trop ce que c'est un sondage à la tarière. C'est quand on a une tige qu'on enfonce dans le sol et en fait, on fait un espèce de petit carottage de sol. Donc, on va pouvoir voir... Comment ?
comme quand on veut planter un piquet, oui, c'est ça. Et donc, en fait, faut vraiment voir comme c'est quasiment une étude qui a été faite à la parcelle, presque. Donc, c'est vraiment quelque chose de très précis. Et en plus, la force aussi de cette étude, c'est que énormément de vignerons et vigneronnes ont été impliqués. En fait, c'est eux qui connaissent le mieux en soi leur parcelle. Et donc, ils ont été impliqués pour délimiter les zones justement des différents types de sols, etc. Donc, ça a vraiment permis donc, une caractérisation très précise des sols, de la géologie et de la topographie locale. Et donc, ça a été vraiment un point fort pour la labellisation Géoparc. Et donc, ce qui est ressorti aussi de cette étude, en fait, et c'est vraiment des outils qui sont très utilisés par les vignerons et vigneronnes du territoire, et puis même par nous, conseillers et conseillères, c'est des cartes, en fait, des cartes des sols, qui sont plus ou moins détaillées. Il y a des cartes géologiques qui ont été faites, donc là où on a plutôt les matériaux parentaux, en fait, les roches qui sont délimitées sur le territoire. Et ensuite, on a des cartes plus ou moins détaillées avec vraiment les différents types de sols. Et donc, on a quand même plus de 300 variantes de types de sols qui ont été identifiées sur le territoire, ce qui est vraiment énorme, et ce qui est l'héritage en fait de 500 millions d'années d'histoire. Alors, donc il y a des exemples de cartes juste derrière, et en fait, en dessous, c'est les légendes, et c'est simplement pour vous montrer un peu la précision, en fait, parce que la dernière légende tout en bas, c'est la légende des sols des cartes les plus détaillées. Et en fait, là, on n'a même pas pu tout mettre, puisqu'il y a quand même 300 variantes en tout. Donc voilà, c'était pour vous montrer que vraiment, on a des outils très, très précis de caractérisation des sols. Parmi les autres documents qui ont été fournis à l'issue de cette étude et qui sont utilisés, bon, il y a eu des rapports généraux. Ce qui est une force aussi, c'est en fait, on a des cartes des sols et des rapports par cru et par commune. Donc ça aussi, c'est vraiment très important. Et puis, il y a tout ce qui est en lien avec la topographie, donc des cartes d'altitude, d'exposition, de pente, etc. Et en fait, ce qui est aussi très important et ce qui a vraiment permis de caractériser, notamment, on parlait, du coup, un de mes collègues de la Chambre d'agriculture dans la vidéo parlait de la réserve utile en eau, de l'eau dans le sol, qui est vraiment très importante. Et cette étude, elle a notamment permis en fait de caractériser les différentes réserves en eau des différents types de sols du Beaujolais. Donc, suite à tout ce travail, comme le rappelait Daniel, d'élaboration de dossiers, etc., donc le Géoparc a été officiellement labellisé en 2018. Donc, nous avons maintenant une structure de gestion en fait, du Géoparc au sein du syndicat mixte de Beaujolais, qui est un organisme qui gère également d'autres compétences, comme par exemple le schéma de cohérence territoriale. Et donc, au sein de ce syndicat, on est 3 en fait, à s'occuper du Géoparc. Donc, j'ai un médiateur en géologie qui fait tout ce qui est intervention scolaire, formation, etc. Et on a une chargée de communication et de tourisme, donc qui s'occupe plutôt des événements et des communications générales sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et comme on est un syndicat, les décisions sont prises par le président, qui est un élu, et nous avons également un élu qui est vice-président au Géoparc. Et au-delà de cette équipe restreinte, nous avons la chance d'avoir un géologue sur le territoire qui est vraiment expert du territoire, donc il connaît ça comme sa poche. Il est conservateur du musée de paléontologie et de géologie du Beaujolais, et il a un quart de son temps qui est détaché au Géoparc. Pour nous aider à valider les grandes orientations et les choix stratégiques que nous faisons au niveau du Géoparc, nous avons aussi un comité de pilotage qui est un peu plus étendu, qui comprend des membres d'associations, des professionnels du territoire, donc notamment des viticulteurs, des scientifiques, etc. Et nous avons également un comité scientifique qui nous permet de valider la justesse scientifique en fait, des sites qu'on retient comme géosites et qui sont également un appui de façon générale sur tous les aspects scientifiques que nous traitons au quotidien. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait au niveau du Géoparc ? En fait, comme on a des géosites, on aide les collectivités à les aménager. Donc on les conseille sur l'aménagement de l'infrastructure en tant que telle, mais on les accompagne beaucoup sur la pédagogie, sur la rédaction des panneaux pour expliquer ce qu'il y a d'intéressant sur les sites.
On a un programme de formation qui est destiné à nos partenaires, mais également aux personnes du grand public qui peuvent s'intéresser à la géologie. Nous réalisons également des interventions en milieu scolaire, en école, collège et lycée. On commence à partir du CM1, parce qu'avant le CM1, la géologie, les grandes échelles de temps, c'est vraiment très abstrait pour les enfants, donc c'est un peu compliqué. On coordonne aussi un certain nombre d'événements qu'on appelle les géo-événements. Donc on lance un appel à candidature une fois par an. Et donc il y a des événements qu'on organise nous en propre au sein du Géoparc et des événements qui sont organisés soit par des communes, des associations, des professionnels et qui tournent autour de la géologie. On a en ce moment une exposition itinérante qui relate l'histoire géologique du Beaujolais et qui circule sur tout le territoire. Là, elle a atteint la fin de sa tournée, mais voilà, c'était un sujet très intéressant. On a des travaux de recherche, notamment avec Bruno Roussel, notre géologue expert du territoire. On travaille également avec des universités, dont l'Université de Lyon, pour avoir des étudiants qui viennent travailler certains sujets, notamment la biodiversité en lien avec la géologie sur le territoire. Et comme je le disais tout à l'heure, vous l'avez vu sur la carte, il y a 200 géoparcs dans le monde, une centaine en Europe. Donc en fait, on a un réseau de géoparcs au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial. Donc on a des échanges réguliers entre géoparcs. On peut travailler ensemble à une stratégie commune de développement et avoir des projets à 2, 3, 4 géoparcs ou plus, par exemple. Alors là, je reviens sur un aspect un peu plus particulier lié au vignoble. C'est qu'effectivement, comme on le disait, l'étude Cigale qui a été réalisée sur le territoire a permis aux vignerons de vraiment s'intéresser à leur sol, à la géologie. Et du coup, on organise en coopération avec l'organisme de gestion des crues ou l'Inter-Beaujolais, qui organise d'ailleurs la dégustation qui a lieu après. On organise des masterclass, donc souvent avec un œnologue. Donc c'est soit pour les viticulteurs, soit de façon plus générale pour le grand public. Et ça permet de présenter la géologie, de faire le lien entre le sous-sol et la vigne, et de voir quelle influence le terroir peut avoir sur le goût du vin. Alors comme c'était bien précisé dans la vidéo, c'est pas direct, hein, on goûte pas du granit, mais ça a une influence. Les goûts des vins sont différents suivant le sol qu'on a et les roches qu'on a en dessous. Là, on parlait de géosites tout à l'heure, donc je vais vous présenter quelques-uns des géosites qui sont dans le vignoble. Donc le premier, c'est le Mont Brouilly, c'est un lieu emblématique du Beaujolais. C'est une colline isolée en fait qui culmine à 484 mètres d'altitude, et qui en fait abrite 2 des crues les plus renommées du Beaujolais. Donc il y a les côtes de Brouilly sur les versants et le Brouilly en bas des pentes. Donc comme vous l'imaginez, c'est des crues qui ont une petite étendue territoriale. Et il faut savoir qu'à cet endroit-là, on a des traces, des cris, qui relatent une culture de la vigne datant d'au moins l'Antiquité. Donc au niveau du Mont Brouilly, suivant du côté où vous êtes, vous pouvez avoir une vue très large sur soit les monts du Beaujolais si vous êtes côté ouest, soit si vous êtes côté est sur la Dombe, le Bugey et les Alpes. Et en fait, le Mont Brouilly, il a une histoire géologique qui est un peu rigolote, c'est-à-dire que il faut se dire qu'à la base, c'était un gros bloc de roche. Vous imaginez un bloc de roche très dur qui est dans un sol très mou. Et donc là, après, il y a la pluie, le vent qui font leur action, donc qui érodent tout le sol. Donc le sol mou s'en va. Et donc, reste émergent le Mont Brouilly. Voilà, le petit bloc de roche dure. C'est en fait le dernier relief côté est du géoparc avant d'arriver sur la plaine associée à la Saône. Et donc en fait, sur le Mont Brouilly, la roche de base, c'est une roche volcanique qui s'est formée sur un fond océanique il y a 370 millions d'années, à un moment où il y avait des volcans sous-marins. Hein. Donc on a quand même eu des volcans, je y reviens, on n'en a plus, mais il y en a eu. En fait, cette roche, elle a évolué, elle s'est transformée, notamment en contact du granit qui est apparu il y a 300 millions d'années. Et donc, ce qui fait qu'au niveau du Mont Brouilly, on a essentiellement 2 types de roches. Donc, une roche bleue, ce qu'on appelle la pierre bleue,
et du granit. C'est les deux roches principales sur ce géosite. Donc là, vous avez quelques-unes des photos. La particularité au niveau du Montbrouilly, c'est qu'on a créé un géoscope. Donc c'est ce que vous voyez sur la grande photo. Donc on a rassemblé une dizaine de roches vraiment emblématiques du géoparc et qui sont un peu mises en place comme sur une horloge et où il y a donc indiqué le type de roche et l'époque de laquelle elle date. Ensuite, un deuxième géosite, c'est la terrasse de Chirouble. C'est un site qui est à 700 mètres d'altitude à peu près et qui offre un point de vue exceptionnel sur la plaine de Saône. On y a un espace de dégustation des crus associé à un sentier qui présente les différents crus du Beaujolais. Et ce qui est intéressant sur ce géosite, c'est qu'on peut vraiment observer les phénomènes géologiques qui ont conduit à la rupture entre les monts du Beaujolais et la plaine de Saône. En fait, là, c'est un peu comme sur le Montbrouilly, on avait un gros massif granitique, et de la même façon, l'érosion est venue faire son œuvre et donc a mis à nu le granit. Mais sauf que là, à Chirouble, ce qui est drôle, c'est qu'il y a la tectonique qui est venue après et qui a tout secoué, tout cassé. Voilà, donc vous imaginez un gros géant qui a envie de s'amuser, qui casse des cailloux. Ben là, il a fait ça avec le gros bloc de granit. Alors, je parle de géant, c'est pas innocent, c'est parce que la photo que vous avez permet de voir le tombeau de Gargantua. Donc Gargantua, on le cite souvent pour expliquer des phénomènes géologiques sur le territoire, pas que dans le Beaujolais, dans le reste de la France aussi. Et en fait, le tombeau de Gargantua, concrètement, c'est un filon de quartz qui est pris dans le massif granitique. Alors, un troisième géosite, c'est la Tour Bourdon. Alors, c'est en fait une œuvre de 4,80 mètres de haut qui a été réalisée en 2015. C'est assez récent, à partir de blocs de grès extraits du sol sur Régnier-Durette. En fait, c'est les viticulteurs qui ont trouvé ces blocs dans leur sol. Alors, vous imaginez que pour mettre de la vigne ou autre chose, c'est pas très pratique d'avoir des gros blocs de grès. Donc, ils les ont sortis du sol, forcément. Et ils se sont dit, bon, pour s'amuser, on va faire une petite tour de 4,8 mètres de haut, en rappel du Mont Blanc qu'on peut observer parfois dans le secteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a des gros blocs de grès dans la vigne en hauteur, en fait. Et donc, ça a longtemps divisé la communauté scientifique. Mais des travaux de recherche récents ont permis de convenir que l'explication la plus probable, c'était la présence de glaciers il y a quelques centaines de milliers d'années, qui sont venus en fait arracher des blocs de roche à une montagne, puis les ont transportés en fait, puisque quand vous avez un glacier, il avance. Donc ils transportent des roches entre le sol et le glacier. Il y a un petit espace là où il y a plein de trucs qui avancent. Et donc il y avait ces roches et sous un glacier, c'est roulé. Donc après, ça prend cet aspect de gros galets. Parce que c'est gros quand même. C'est peut-être pas évident sur la photo, mais c'est assez gros. Et donc, de ce site-là, on a aussi un superbe panorama avec une vue imprenable sur la vallée de la Hardière, la plaine de la Saône et les monts du Beaujolais. Donc, on peut notamment voir le Montbrouilly. Donc là, voilà, vous avez photo de la mise en œuvre. Ça a été mis en œuvre avec une pelle mécanique. Voilà. Et alors, le dernier géosite dont je vais vous parler, c'est l'espace Pierrefolle. En fait, c'est le premier centre d'interprétation de la géologie du Beaujolais. En fait, c'est une ancienne carrière. Alors, l'histoire est un peu rigolote, c'est que les gens qui travaillaient dans la carrière, au fur et à mesure, ils trouvaient des fossiles, ils trouvaient des roches qui étaient sympas. Donc, ils ont fait une petite collection comme ça au fur et à mesure des années. Puis à un moment donné, ils se sont dit, on en a beaucoup, il faudrait peut-être en faire quelque chose. Donc, ils sont allés voir les communes du secteur et leur ont dit, ce serait peut-être utile de créer un musée pour parler de ces fossiles, de ces roches, expliquer d'où ça vient, pourquoi c'est là, etc. Et donc, c'est de là qu'est né l'espace Pierrefolle, donc le musée, qui s'accompagne d'un sentier géologique de 400 mètres de long environ et d'un jardin botanique qui abrite 530 espèces, je crois, de mémoire, de plantes locales. Et donc, au niveau de cette carrière, on peut également observer une discontinuité, donc c'est celle que vous voyez sur la photo, vraiment une discontinuité géologique. Donc, on voit une série de roches qui plongent et l'autre qui a bien ses strates horizontales.
Donc c'est souvent des schémas qu'on voit dans les livres de SVT qui expliquent, oui, on a une couche qui passe sur l'autre à grande échelle, voilà, au niveau des plaques tectoniques. Mais en fait, à petite échelle, ça se fait aussi quand il y a des failles, voilà, ça se bouge, et là, c'est visible nettement. Voilà. C'est une particularité géologique du secteur. Et donc là encore, c'est un géosite qui est au sein du vignoble. Et alors au niveau des fossiles, donc sur ce secteur-là, il y en a beaucoup. Et le plus remarquable qu'on ait, c'est un ichthyosaure. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants qui sont fans de dinosaures, un ichthyosaure, ça ressemble en gros, on va dire, un gros dauphin. C'est pas la même famille, hein, je ne dis pas ça, mais visuellement, ça ressemble un peu à un dauphin avec un bec pointu. Hein, voilà. Et celui-là, il fait une dizaine de mètres de long, je crois. Donc voilà, donc on a un fossile assez sympa. Le musée est actuellement en chantier et il va rouvrir au printemps prochain et il sera bien mis en valeur. Voilà, donc c'était quelques-uns des géosites qu'on a dans le vignoble. Alors, comme on est quand même géoparc UNESCO, on se doit en fait de respecter un certain nombre de choses aussi associées à l'UNESCO, donc notamment des préceptes liés au changement climatique. Là, je vous ai mis les objectifs de développement durable de l'ONU, puisque on se doit aussi de les respecter. Alors souvent, c'est pas très connu. Alors c'est dommage parce que c'est dans le cadre, c'est l'ONU qui les a définis dans le cadre d'un objectif 2030. Donc on est en 2024. Il reste 6 ans pour atteindre ces objectifs. Donc si personne ne les connaît, c'est compliqué. Franchement, si vous voyez pas du tout ce que c'est, je vous invite à vous renseigner un peu sur Internet. C'est assez intéressant. Alors, il y a des domaines où c'est loin de nous, mais il y a des domaines où on peut chacun avoir sa petite action. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Nous, concrètement, au niveau des géoparcs, on intervient notamment au niveau de l'objectif 4 qui concerne l'éducation au travers de nos actions, de nos interventions scolaires auprès des enfants. On peut intervenir, par exemple, aussi au niveau de l'objectif 12 qui concerne une consommation, une production responsable par le biais des partenaires avec qui on travaille et de la façon dont on gère aussi nos événements, par exemple. Il y a un troisième objectif aussi auquel on pense moins, mais où on a aussi notre part, puisque l'objectif numéro 16 concerne la paix dans le monde. Et en fait, le fait de travailler en réseau au sein des géoparcs, c'est aussi une collaboration entre géoparcs de pays différents. Et donc, collaborer entre pays, c'est toujours bon pour assurer la paix de façon durable. Donc la mitigation des risques et l'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et donc ça concerne aussi les domaines viticoles. Et donc dans le Beaujolais, la viticulture s'est aussi intéressée au sujet et travaille sur ce sujet du changement climatique. Et je vais laisser la parole à Floriane qui va vous parler de ça. Oui, alors je vous en parlerai juste après, plus à la fin. Là, l'idée, c'était de parler un petit peu plus du vignoble, plus que, on va dire, le géoparc, pour finir. Je ne sais pas trop si vous connaissez, si vous êtes au fait un peu des caractéristiques un peu du vignoble du Beaujolais. Donc, il y a 12 appellations. Il y a l'appellation Beaujolais générale, on va dire, c'est-à-dire qu'on peut produire du vin en appellation Beaujolais sur l'ensemble du territoire. Ensuite, on a l'appellation Beaujolais Village en vert foncé. Et ensuite, on a 10 crus. Donc, les crus, c'est vraiment très emblématique du Beaujolais. Et donc, on a le Brouilly, le Chénat, Côte de Brouilly. Floriane en a parlé tout à l'heure. Fleury, Juliena, Morgon, Moulin à Vent, Régnier et Saint-Amour. Alors, j'espère qu'il y a quand même quelques noms qui vous disent un peu des choses. Ces crus sont situés plutôt sur la partie nord du Beaujolais. Et donc, au niveau des vins, les cépages principaux, c'est le gamay pour la production de vin rouge. C'est vraiment l'armoirie du vignoble, on va dire. Et le chardonnay plutôt pour les vins blancs. Donc Floriane a parlé un petit peu déjà d'épisodes géologiques qui ont pu se passer et modeler le vignoble du Beaujolais et le Beaujolais en général. Je voulais juste vous refaire un petit point là-dessus. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire géologique du Beaujolais parce que 500 millions d'années, ça va être très long. Et je ne la connais pas en plus complètement. Donc l'idée, c'était juste de vous reparler un petit peu des grands événements qui ont marqué le Beaujolais. En fait, il y a à peu près 400 millions d'années, donc Floriane en a parlé, il y a eu des volcans. En fait, le Beaujolais était au niveau de volcans, mais de volcans sous-marins.
Donc en fait, qui ont fait ce que fait un volcan, c'est-à-dire exploser, expulser des roches, et donc ça a donné des roches volcaniques qu'on retrouve dans le Beaujolais, qu'on appelle un peu abusivement pierre bleue. En fait, c'est des roches volcaniques très sombres, de couleur un peu bleu-gris. Ensuite, on a eu, en fait, lorsque le supercontinent, c'est-à-dire le continent unique, la Pangée, s'est formé, c'est-à-dire que vraiment tous les continents ont convergé les uns vers les autres et se sont soudés. En fait, là, on a eu un énorme massif montagneux qui s'est créé, qui s'appelait le massif hercynien, qui équivaut un petit peu à l'Himalaya actuel, c'est-à-dire qui culminait à plus de 8000 mètres d'altitude. Et en fait, là, sous ce massif, donc pareil, le Beaujolais était à peu près dans cette zone-là, et sous ce massif, en fait, on a du magma qui s'est formé, qui a commencé à remonter, mais qui a cristallisé sous le massif. Et en fait, ça a créé le fameux granit qu'on retrouve énormément dans les crues, mais qu'on retrouve aussi dans le sud du vignoble. Granit rose. Ensuite, le Beaujolais s'est retrouvé dans une zone où en fait, c'était un peu comme les Bahamas actuels, c'est-à-dire qu'il faisait bon, chaud, c'était plage de sable fin et puis la mer. C'était assez sympa, apparemment, on n'y était pas. Et en fait, c'est là où il y a eu la création, cette fois-ci, de roches sédimentaires, donc les grès, et notamment beaucoup de calcaire, et le calcaire appelé pierre dorée, que nous, on appelle dans le vignoble pierre dorée, qui en fait aussi a permis... Donc, il y a beaucoup de vignes qui sont plantées sur des sols avec cette roche, mais il y a aussi donc énormément de bâtis qui a été construit avec ce calcaire. Donc, on dit pierre dorée parce que vous voyez la couleur, il est doré. Et ensuite, après, on arrive vers moins 60 millions d'années. Là, en fait, c'est là où se construit un petit peu le paysage qu'on peut voir actuellement du Beaujolais, c'est-à-dire qu'en fait, avec la surrection des Alpes, et puis de l'autre côté, on avait aussi le Massif central, en fait, il y a eu un réseau de failles qui s'est créé, et où, en fait, les couches de roches ont glissé un petit peu les unes par rapport aux autres, et c'est à cause de ça qu'on a retrouvé notamment des roches qui n'ont pas été formées au même moment et qui en fait se retrouvaient complètement à côté, ce qui est quand même pas normal de base. Et en fait, c'était notamment grâce à ce réseau de failles, puis ensuite les processus d'érosion. Donc voilà. Et puis après, en dernier lieu, non, il y a eu d'autres choses après, mais en chose assez importante, il y a eu aussi l'englacement d'une partie des monts du Beaujolais. Qui a modelé aussi le paysage et les sols. Donc là, on vous a mis une carte géologique simplifiée, mais vraiment simplifiée du Beaujolais. Alors là, c'est pas que le Beaujolais viticole, c'est vraiment le Beaujolais donc en fait sur le territoire du Géoparc. Donc en fait, le vignoble, si vous voulez un petit peu le visualiser, c'est la partie en fait grise. Avec en fait, c'est plutôt le long de la plaine de Saône, c'est entre les monts du Beaujolais et la plaine de Saône. Ça va plutôt être des alluvions, des colluvions. Ensuite, on a la partie rouge en fait qui correspond au coteau du vignoble. En fait, c'est le fameux granit dont on parlait. Ensuite, si on descend un petit peu, on a donc en bleu dans le sud du vignoble l'ensemble des calcaires et des roches sédimentaires, des grès, des argiles. Dont on parlait, dont les pierres dorées. Et puis ensuite, on a toute la partie un peu volcanique, vert foncé. Et puis toute la partie gauche, où on a à nouveau des roches volcaniques, mais différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc en fait, ce qu'il faut voir, en gros, c'est qu'on a la partie volcanique plutôt à l'ouest, et une partie plutôt granit, alluvion, colluvion, et puis roches sédimentaires, tout ce qui est calcaire, sur la partie vignoble, la partie est. Quelques caractéristiques du vignoble Beaujolais, en plus. En fait, donc vous avez pu voir un petit peu sur les photos, on a parlé des monts du Beaujolais, c'est quand même un vignoble en fait, qui a une différence d'altitude. On part de 177 mètres jusqu'à 622. Ça, c'est pour les vignes, c'est pour là où il y a les vignes qui sont plantées. Mais ensuite, les hauteurs des monts du Beaujolais, elles culminent encore plus haut. Les expositions majoritaires sont est puis sud. Alors ça, c'est en général dans les vignobles, on est plutôt sur ces expositions-là. Ce qu'on voulait vous dire, c'est aussi que c'est un vignoble de pente. Parce qu'en fait, on a donc les monts du Beaujolais, la partie coteau, où il y a les vignes, ça redescend, et ensuite on arrive un peu plus en plaine.
Et on a quand même 16% du vignoble qui dépasse 20% de pente. Donc en fait, faut voir que en voiture, quand on commence à atteindre 18% de pente, ça commence à être compliqué un peu à monter. Bon, donc voilà, l'idée c'est que en fait c'est un vignoble qui donc déjà les travaux à la vigne, c'est manuel, ça peut être un peu compliqué, et encore plus quand on est sur des pentes et qu'il faut soit freiner avec les pieds, soit grimper, il faut avoir des mollets. Donc voilà pour ça. Et l'âge moyen du vignoble en termes de pieds de vigne, je parle, c'est 44 ans. Et j'ai juste mis à titre comparaison 21 ans en Languedoc-Roussillon. En fait, c'est juste pour dire que c'est plutôt un vignoble avec des vieilles vignes, même s'il y a quand même des arrachages et replantations pour un petit peu aussi mécaniser le vignoble, etc. Et puis il y a des vignes qui finissent par plus produire, évidemment. Mais voilà, c'est plutôt un vignoble assez âgé en termes de vignes. Et la surface moyenne d'exploitation, c'est environ 8 hectares, sachant qu'au national, c'est plutôt autour de 20. Donc on a dit 300 variantes de types de sols identifiés sur le territoire. C'est des sols qui du coup sont très 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 variables, dans le sens où on peut vraiment avoir des caractéristiques très différentes, peu voire pas du tout, à énormément de pierrosité en surface, peu ou énormément d'argile, des statuts acido-basiques, donc c'est-à-dire un sol acide ou un sol basique, on a vraiment un peu de tout. On a également des grandes variabilités en termes de profondeur de sol, donc qui va jouer aussi sur l'enracinement de la vigne et aussi la réserve en eau. Et donc du coup des réserves en eau aussi qui sont très différentes. Et en fait ça permet vraiment... Alors déjà, il faut surtout savoir s'adapter aussi. Et bien, le fait en fait de connaître vraiment précisément ces sols, ça permet d'adapter complètement ses pratiques viticoles et puis aussi en cave à sa parcelle en fait. Et c'est vraiment un atout considérable pour produire une grande variété de vins et ce qu'on a dans le Beaujolais. Donc j'en ai déjà un peu parlé, c'est vraiment cette caractérisation des sols qui a permis de labelliser le territoire du Beaujolais comme géoparc. En fait, les vignerons et vigneronnes s'en sont vraiment appropriés pour adapter leurs pratiques complètement à la vigne, en cave aussi. Et surtout, en fait, le point fort, c'est la valorisation commerciale aussi. C'est-à-dire que puisque justement ils adaptent leurs pratiques, ils peuvent aussi faire des cuvées parcellaires. Et en fait, ça c'est quand même un atout commercial aussi, dans le sens ces cuvées parcellaires. Donc en fait, ils vont vraiment vinifier leurs raisins issus de parcelles qui ont un certain type de sol, et du coup essayer de faire ressortir les caractéristiques, l'effet du sol sur le vin. Et donc la typicité du terroir. Ils vont pouvoir aussi en fait valoriser ça dans des... J'espère que vous viendrez dans le Beaujolais parce que vous pourrez du coup profiter de tout ça. Et ils vont organiser des dégustations à thème, des visites de vignes, de caves sur le thème de la géologie. En fait, ils se sont vraiment... Il y a tout un travail d'appropriation de tout ce savoir pour eux, leur partie production viticole et également la partie commerciale. Et notamment, là j'ai mis un exemple en fait de cuvées qui ont été créées par la cave coopérative des vignerons des Pierres Dorées, qui a été la première cave qui a commencé à travailler avec le géoparc sur cette thématique. Et en fait, ces cuvées, c'est qu'ils ont fait des cuvées spécialement issues de raisins, avec des raisins issus de certains types de sols. Donc par exemple, on peut voir sur les étiquettes, ce que j'ai mis, des sols avec des gravettes, une cuvée avec des sols issus de pierre bleue, une cuvée avec des sols issus de schiste. Voilà. Et ensuite, il y a tout un travail également dernièrement de montée en gamme des vins, avec notamment tout un travail pour revendiquer les lieux-dits, puisqu'en fait, comme on a une connaissance précise quasiment à la parcelle, on va pouvoir aussi mettre en avant les caractéristiques et les typicités des lieux-dits, en fait. Et puis, de même, il y a actuellement un travail sur la demande de reconnaissance de certains crus en premier cru.
Et donc, ils vont notamment pouvoir s'appuyer sur tout ce travail de caractérisation des sols. Pour terminer, pour faire le lien aussi avec le changement climatique et un des aspects que traite le géoparc et les labels UNESCO, je voulais vous parler un petit peu de l'impact du changement climatique sur les vignes. Donc, alors, je ne vais pas refaire le consensus scientifique du changement climatique actuellement, etc. En revanche, donc, nous, les impacts les plus importants, en fait, ça va être les hausses de température, la récurrence des sécheresses, les périodes où vraiment on est en manque d'eau, et ensuite les périodes où justement on a beaucoup plus d'eau, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau précipitation, finalement, on va garder à peu près les mêmes niveaux de précipitation, c'est juste que ce ne sera pas réparti de la même manière, et donc on va avoir en fait plus d'épisodes très violents avec énormément d'eau d'un coup, et plus d'épisodes avec pas d'eau du tout, et du coup vraiment sécheresse. Et donc l'impact sur la vigne, alors en Beaujolais, mais en fait c'est partout, dans tous les vignobles, c'est la même chose en France, mais dans beaucoup aussi dans le monde. En fait, puisqu'on a une hausse des températures, parce que l'hiver, la vigne, elle est en dormance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en période végétative, elle ne va pas développer ses feuilles, elle dort, elle se repose tranquille. Et en fait, arrivé au printemps, avec les températures qui augmentent, les temps plus doux, la vigne va se développer. Mais en fait, comme il fait de plus en plus chaud et de plus en plus doux pendant les hivers, elle va se développer de plus en plus tôt. Sauf qu'on a encore des moments où on va avoir des gros épisodes de froid. Donc en fait, la vigne, elle va subir beaucoup plus de gel aussi. Et qui dit gel dit perte de rendement. Donc voilà, il y a ça en plus. On a aussi, puisqu'on a ces périodes avec beaucoup d'eau et surtout pas d'eau du tout, des sécheresses, là on va avoir la vigne, en fait, elle a pas des besoins énormes en eau, mais elle en a quand même besoin un petit peu. Et du coup, en fait, si vraiment il n'y a vraiment pas d'eau, et si en plus elle est sur un sol qui est déjà très séchant, très drainant, en fait, elle va vraiment être en stress, et ça va faire aussi de la perte de récolte. Et puis, on a aussi beaucoup d'impact sur la maturité des raisins. Donc j'ai mis deux petits graphes que je vais vous expliquer. C'est pour montrer l'exemple sur le cépage Gamay en Beaujolais, donc pour faire les vins rouges, montrer l'impact sur la maturité du changement climatique. Donc sur le graphique de gauche, en fait, c'est pour modéliser l'avancée de la date des vendanges. En fait, chaque petit point, c'est la date de début véraison. Le début véraison, c'est quand la baie pour les cépages rouges prend de la couleur, passe de verte à violette. En fait, c'est là où elle va avoir le processus de maturation qui va s'enclencher. Elle va se charger en sucre, elle va se charger en couleur, voilà, tout ce qu'on recherche pour faire du vin, nous, derrière. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que donc on a 1970 à 2020, et on a la date sur les côtés de début véraison. Et en fait, on voit bien la tendance. Il faut que je me tourne pour être dans le bon sens. On voit bien la tendance qu'en fait, on a le début de la véraison qui est de plus en plus tôt. Et donc, qui dit début de véraison, début de maturité de plus en plus tôt, en fait, on a la date des vendanges de plus en plus tôt. Donc, il y a déjà cet impact-là. Et on a également sur le graphique de droite, en fait, ce qu'on voit, donc les points bleus, c'est les mesures de degrés probables. C'est-à-dire qu'on va avoir dans le vin. En fait, les sucres qu'on a dans la baie, quand on va avoir les raisins en cave, etc., les vinifier, en fait, par le processus de fermentation, on va transformer les sucres en alcool. Donc en fait, quand on fait avant les vendanges, quand on étudie le processus de maturation des baies, en fait, on va étudier le chargement en sucre, le taux de sucre, et donc le degré potentiel qu'on va retrouver ensuite dans les vins. Et donc en fait, on voit que, donc c'est toujours alors cette fois-ci c'est 66 à 2016, en fait, on voit que le degré probable s'envole complètement. Donc en fait, on se retrouve de plus en plus avec des vins chargés avec des degrés alcooliques plus élevés dans les vins. C'est le processus inverse pour l'acidité totale, qui est modélisée en rouge. L'acidité pour un vin, c'est vraiment c'est une des parties c'est un des squelettes du vin. C'est quand même une composante qui est très importante. Et donc, on étudie cette composante acidité dans les baies avant les vendanges pour étudier le potentiel. Et en fait, là, on voit que cette acidité, elle diminue de plus en plus. En fait, ça, c'est surtout à cause des hausses de température. Et du coup, ce qui fait qu'on, finalement, depuis
dans les 20 dernières années, c'est difficile de trouver en fait un bon équilibre et de pouvoir vendanger au bon moment pour garder un degré pas trop élevé et en même temps une acidité encore bonne. C'est tout un art. Alors, comment on fait du coup pour s'adapter? Parce que on est obligé. Donc, je ne vais pas vous détailler tous les leviers qu'on peut utiliser, qu'on met en place ou qu'on teste. Voilà. C'est juste un petit peu pour que vous voyez la diversité. En fait, il y a des leviers qui sont faisables à court terme, d'autres à moyen terme, d'autres à long terme, qui sont économiquement plus ou moins aussi coûteux. Donc, c'est un peu compliqué de réussir à installer certains. En revanche, on a quand même des leviers. Et donc, il y a tout un travail de la filière viticole et puis des vignerons et vigneronnes qui s'intéressent énormément à cette thématique parce qu'en fait, ça impacte leur travail quotidien. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a la chance d'avoir une antenne de l'Institut français de la vigne et du vin, qui est l'institut technique de R&D de la filière, ainsi que la Sicarex Beaujolais, qui est aussi un organisme de R&D, qui en fait du coup font de l'expérimentation vraiment dans le Beaujolais, adapté sur nos cépages. Et donc ça, c'est aussi une force de pouvoir tester les différents leviers qui existent, puisque tout ne s'adapte pas forcément aux cépages, aux caractéristiques du vignoble, voilà. Donc ça aussi, c'est une force. Et puis nous aussi, Chambre d'agriculture, on travaille la thématique avec eux. Et on est aussi dans l'optique d'accompagner les vignerons et vigneronnes pour les aider à adapter au mieux leur pratique. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention. Et on passe aux questions-réponses normalement. Alors, est-ce qu'il y a des questions-réponses? Ouais. Donc c'est un micro, il faut parler très proche de la capsule noire sur le dessus. Il est en mousse, vous pouvez vous faire des passes après, il n'y a aucun danger. Il faut juste faire attention au matériel quand vous faites une passe dans cette direction. Vous êtes prêts? Magnifique. Là, vous m'entendez? Super. Bravo déjà pour... Merci, c'est gentil. Bonjour, tout d'abord, merci pour votre intervention, c'était très intéressant. Mais j'aimerais savoir, vous nous avez parlé de variétés de sols, donc il y en a 300 si j'ai bien suivi, mais on n'a que 2 cépages dans le Beaujolais qui sont le Gamay et le Chardonnay. Est-ce que certains vignerons ont prévu d'arracher certains plants de vigne pour y planter des cépages qui sont plus en adéquation avec leur sol, sachant qu'il en existe 6000 dans le monde? Oui, alors en fait, déjà, c'est les cépages principaux pour produire du vin qu'on peut reconnaître en appellation Beaujolais, et puis les différents crus. En fait, après, sur le territoire, déjà actuellement, il n'y a pas que ces cépages-là qui sont plantés. En fait, il y a déjà d'autres cépages qui sont utilisés. Alors, si la composition des vins est... si ces cépages en fait, qui ne sont pas les cépages principaux des vins du Beaujolais sont présents en grande quantité dans le vin, on ne peut pas le commercialiser en Beaujolais, mais du coup ils commercialisent leur vin en vin de France par exemple. Et ensuite après, ce qui est les travaux qui sont faits sur ça justement pour l'adaptation au changement climatique, oui, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à changer de cépage pour essayer de trouver des cépages qui seraient plus adaptés? En fait, il y a un système qui a été mis en place au niveau de l'INAO qui permet de tester à des fins d'expérimentation d'autres variétés de cépages, d'autres variétés de vignes qui potentiellement pourraient répondre à cette problématique-là. Donc ça a été mis en essai et en fait, on a le droit, si je me souviens bien, mais peut-être que... Le chiffre n'est pas totalement le bon, mais il me semble qu'on a droit en fait, de choisir 10 cépages blancs et 10 cépages rouges, si je me souviens bien, parmi toute une liste immense, effectivement, parce qu'il existe énormément de cépages de vigne. Et en fait, il y a tout un travail de la part des ODG, des organismes de gestion et de défense des
des différentes appellations du Beaujolais, plus des vignerons et des vigneronnes qui travaillent avec eux, pour sélectionner déjà quels cépages seraient intéressants à tester dans le Beaujolais. Et puis ensuite, du coup, après, ce sera mis en place et ce sera testé. Donc en fait, pour l'instant, il y a déjà eu quelques choix. La liste, je ne sais plus si elle est vraiment actée ou pas. Mais en tout cas, ouais, il y a du travail là-dessus. Et il y a notamment donc, les organismes IFV et Sycarex Beaujolais qui, en fait, eux, ont aussi en, fait, en collection des cépages et qui testent aussi, finalement, avec des micro-vinifications, etc., qui testent un peu les profils de vin et qui font aussi goûter justement à ces vignerons et vigneronnes et puis les ODG pour voir si, en assemblage en fait avec le gamay, pour tester justement, si on rajoute 10% de tel cépage avec le gamay, est-ce qu'on sent vraiment une différence ou pas? Enfin voilà, il y a aussi toute la question en fait de typicité du Beaujolais, puisque on a surtout pour les rouges par exemple un cépage principal. C'est vrai qu'on se pose toujours la question, et d'ailleurs je pense que c'est pareil pour la partie bordelaise, on se pose la question de la typicité des vins. Mais c'est effectivement un travail en cours. Merci pour votre réponse. Oui, ce sera mieux. Oui, alors vous avez 300 variétés de sols. Pour moi, le Beaujolais, c'était le Beaujolais, quoi. On le reconnaissait à la dégustation. Mais là, je suis perdu parce qu'il y en a trop. Alors, est-ce qu'il y a par exemple, pour le gamay, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre un brouillis, un morgon, etc. Est-ce que c'est vraiment notable? Oui, sans doute. Oui, je pense. Après, il y a une dégustation qui aura lieu après où on goûte 3 vins différents et je pense que si vous y participez, vous verrez la différence de goût parce que ça peut être vraiment très différent. Oui, tout à fait. Oui. Merci. J'avais une question davantage sur le géoparc. Je suis un peu surpris au final qu'il n'y ait pas du tout de géoparc aux États-Unis. Comment on l'explique vraiment? Alors, oui, alors c'est une vraie question. Il y en a au Canada, il y en a plus en dessous au Mexique, il n'y en a pas aux États-Unis. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'ils ont déjà des parcs nationaux où ils ont quand même une protection assez importante de leurs espaces naturels et je pense qu'ils n'ont pas ressenti le besoin en fait, d'avoir en plus des géoparcs. Je pense qu'ils ont déjà les outils qui leur conviennent et voilà, ils ne se sont pas encore posé la question de la géologie et voilà, de ce label spécifique. Oui. Puis l'UNESCO n'est pas toujours bien vu aux États-Unis. Parce qu'il pourrait répondre au label, en tout cas. Ah, je pense, oui, complètement. Oui. Oui, moi j'avais une question. Vous aviez dit que c'est le géoparc et que vous aviez failli aussi mettre en place un PNR. Et pourquoi il n'a pas été mis en place du coup? Alors, il n'y a pas eu de démarche officielle pour les PNR. C'était les associatifs qui poussaient pour qu'il y ait un parc naturel régional. Sauf que du côté des élus, c'est quand même beaucoup de contraintes, etc. Et ce que vous avez pu voir au travers de nos exposés, c'est que le Beaujolais est un territoire très très différent. Et quand vous mettez une règle, et en particulier quand on fait un schéma de cohérence territoriale, c'est assez compliqué de faire en sorte que ce qui touche la métropole de Lyon, qui est très très urbanisée, et l'extrême nord-ouest, qui lui au contraire est plus que rural et souffre de déprises, il est très difficile de mettre les mêmes règles. Et donc du côté des élus, il n'y avait vraiment pas consensus pour mettre en place un parc naturel régional. D'autre part, Auvergne-Rhône-Alpes a déjà beaucoup de parcs naturels régionaux et il était clair que du côté de l'exécutif de la région, il ne voulait plus entendre parler de création de parcs naturels régionaux. Donc lorsque la démarche géoparc est arrivée, ça a été un peu une planche de salut pour trouver autre chose. Donc, et tout en apportant, il y a moins de règles compliquées sur un géoparc que sur un parc naturel régional. Par contre, revers de la médaille, il n'y a pas de moyens.
C'est-à-dire qu'un parc naturel régional bénéficie d'aide de la région, alors qu'un parc naturel, un géoparc, lui, doit se débrouiller par lui-même. Même si, en ce qui nous concerne, nous avons eu des aides significatives de la région pour des investissements en particulier. Je rajouterais peut-être un détail dont on n'a pas parlé, puisqu'on parle de parcs naturels régionaux. Au niveau des 9 géoparcs français, par exemple, il y a une grande partie qui est déjà parc naturel régional, en fait. Et le label géoparc s'ajoute à ça. Donc on est 3 sur les 9 à être que géoparc. En fait, les autres sont déjà parcs naturels régionaux. Ce qui ajoute effectivement l'aspect financier dont parlait Daniel, c'est-à-dire que nous, il faut qu'on trouve des sous un peu par nous-mêmes. Eux, ils ont déjà un financement de base qui est sympa, donc bon voilà. Mais on n'est pas les seuls, on est 3 en France comme ça. Et après, au niveau européen ou mondial, donc nous, c'est un syndicat qui porte la structure, qui porte le géoparc. En Haute-Provence, par exemple, c'est la communauté de communes, enfin l'agglomération. Donc c'est assez variable suivant les cas, et dans les autres pays c'est pas un fonctionnement similaire en fait, c'est assez variable suivant les géoparcs, le montage de la structure qui porte le géoparc. Voilà, donc c'est pas, tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers, enfin le même mode de fonctionnement pour avoir des sous concrètement, quoi. Par contre, l'UNESCO demande à ce que ce soit porté par une structure publique ou parapublique, de manière à ce qu'il y ait une continuité d'assurée dans la gestion de ces géoparcs. Bon, c'est qu'on a été plutôt clair. Pas de questions entrées ? Après, en tout cas, on vous invite à venir visiter le Beaujolais. C'est très joli, comme on vous l'a montré, il y a des belles photos. Et c'est vrai que c'est facilement accessible depuis Lyon, donc voilà, n'hésitez pas à venir le visiter, on sera très heureux de vous accueillir. Dans les caves notamment. Mais pas que. Beaucoup. Pour la dégustation des vins du Beaujolais qui suit après, donc pour les personnes qui sont déjà inscrites, on vous invite à descendre par le bas et à remonter au salon. Ça débutera à 17h30. Et puis pour les personnes qui souhaitent s'inscrire, ça se passera à l'entrée à l'accueil. Merci beaucoup.